Pendant ma mission d'enquête, j'ai été accompagnée pendant quelques jours des deux journalistes qui ont réalisé ce reportage tout à fait glaçant, mais une très bonne illustration de la réalité. Lorsque je l'ai vu, je n'étais absolument pas surprise, puisque c'est exactement le même constat que j'ai pu faire au cours de tout ce travail d'enquête et de recherche. Mais les images sont toujours plus fortes que des mots écrits sur un rapport. Donc c'est une très bonne illustration et un très bon complément, puisque d'ailleurs le reportage a été diffusé sur France 2 dans Envoyé spécial en accompagnement, puisque c'était le même jour de la publication de notre rapport que vous avez au fond de la salle. Peut-être quelques éléments pour actualiser le reportage, puisque celui-ci a été tourné par les deux journalistes Élise et Madeleine il y a presque un an, c'était au printemps 2013, il a été diffusé en novembre. On aperçoit au début du reportage Nadia Tolokonikova, une des membres des Pussy Riot. Vous avez peut-être entendu dans les médias, elle a été libérée en décembre dernier. Elle a fait partie de toute une série de libérations de prisonniers emblématiques. Elle avait été incarcérée en août 2012. Elle a publié en septembre dernier une lettre dans laquelle elle détaille ses conditions de détention, les mécanismes de punition, de torture au sein de la prison qui étaient particulièrement éloquente, qui a été diffusée et reprise par les médias dans le monde entier. Et du coup, elle a été, comme forme de représailles, elle a été punie et mise à l'isolement pendant un certain nombre de jours sans accès à qui que ce soit, ni sa famille, ni ses avocats. Et à ce moment-là, tout le monde a craint le pire pour elle. Finalement, ça a été difficile ces conditions, mais elle n'a pas été torturée. Et à la suite de sa lettre, elle avait demandé, notamment à travers cette lettre, elle demandait à être transférée dans une autre prison où elle serait mieux traitée et qu'une enquête soit mise en place sur les conditions de détention dans la prison dans laquelle elle était. Sachant que le camp dans lequel elle était, c'est le camp IK-14 en Mordovie, qui est particulièrement réputé, notoirement réputé, pour ces conditions très difficiles et le recours systématique à la torture envers les détenus qui sont dans une prison de femmes, ce sont des femmes détenues. Et elle a finalement été entendue, puisqu'une enquête a été menée sur la prison. Les conclusions de ce rapport et cette enquête ont complètement confirmé ces dires. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de mesures qui ont été mises en place, et c'est toujours la même situation à l'heure actuelle. Elle a été transférée dans une autre prison, c'était en octobre. Elle a été transférée en octobre, mais pendant un mois à nouveau, elle a disparu, personne ne savait où elle était détenue. Son mari Piotr, qu'on voit à l'image, a couru dans toute la Russie pour essayer de retrouver sa trace. Et elle a finalement réapparu en novembre dans une prison de Sibérie où elle était mieux traitée. Et donc elle a été libérée à la mi-décembre avec d'autres détenus, et notamment sa camarade Maria qui avait été incarcérée en même temps qu'elle. Et depuis, elle se bat pour essayer de changer les conditions de détention dans les prisons en Russie. Elle est notamment venue il y a 2 semaines à Paris en toute discrétion pour essayer de rencontrer des organisations qui travaillent sur ces questions-là. Je devais la rencontrer justement à cette occasion. Malheureusement, j'étais en déplacement pour une conférence comme ce soir, donc je n'ai pas pu la voir. Elle était venue donc avec Maria et Piotr, son mari. Mais en tout cas, voilà, il va falloir voir ce que ça donne, quel engagement ils vont mettre en place, mais ils veulent s'engager sur ces questions-là, c'est une très bonne nouvelle. On voit à travers le reportage et tout à la fin Dany. Le reportage se termine sur le fait que son procès a été repoussé, les audiences ont été repoussées, c'est toujours le cas, il n'a pas été jugé encore. On suit particulièrement sa situation, puisqu'on comprend très bien dans le film que s'il est condamné, s'il retourne en prison, on craint le pire pour lui. Les menaces de mort sont très très claires. Du coup, si nous avons certaines informations qui indiquent qu'il est condamné, qu'il doit retourner en prison, vous serez peut-être alerté via le biais des appels urgents de la CAT. Pour ceux qui ne sont pas de la CAT, nous publions chaque semaine des appels urgents pour des cas de personnes qui sont menacées, qui sont détenues, torturées, qui risquent d'être exécutées. Et cette action de masse, des milliers et des milliers de personnes écrivent aux autorités en faveur de cette personne, crée des mécanismes de pression et dans un certain nombre de cas permettent de sortir la personne de prison, d'arrêter la torture ou de faire juger ses tortionnaires. Et du coup, j'espère qu'ils n'auront pas à faire un tel appel urgent pour Dany, mais voilà, il va falloir suivre ce qui s'y passe.
On voit également à l'image Valentine Bogdan, il travaille pour une ONG à Moscou qui travaille sur la question des droits des détenus. C'est quelqu'un avec qui je travaille, que j'ai rencontré, avec qui nous échangeons d'informations. Il mène un travail remarquable pour le droit des détenus en prison. Et malheureusement, ils en ont encore beaucoup, puisque la situation est loin d'être rassurante ou en voie d'amélioration. Il y a eu de nombreux scandales ces dernières années qui ont remis en lumière les abus de prison. On voit notamment dans le reportage ces émeutes, on voit des prisonniers qui montent sur les toits pour protester contre les conditions de détention et contre la torture. On voit également certaines vidéos, certains films à l'intérieur des prisons. Certaines de ces vidéos ont été postées sur Internet par les gardiens de prison eux-mêmes. Il y a également des témoignages de membres de l'administration pénitentiaire. Certains ont osé témoigner sur ce qui s'y passait à l'intérieur en espérant faire changer les pratiques. Et ça a permis de remettre un peu les choses en lumière, mais malheureusement, peu de progrès ont été apportés globalement. Il y a eu des évolutions sur les conditions matérielles de détention, par exemple sur la question de surpopulation carcérale, sur la rénovation de certaines infrastructures, sur l'amélioration de certains soins médicaux en prison, mais sur la question de la torture ou des mauvais traitements, c'est un vrai tabou. Il y a un immobilisme complet de l'administration pénitentiaire, voire indigne. Et de manière générale, l'administration pénitentiaire a cherché à dissimuler plutôt que de mettre des mesures pour changer la situation. Sur les conditions matérielles de détention, il faut quand même souligner que la situation s'est un peu améliorée depuis 10-20 ans. Il y a des vrais progrès dans certaines prisons, dans certaines régions, mais la situation est particulièrement disparate selon quand même la volonté des directeurs de prison. Il y a 900 colonies pénitentiaires dans le pays. Il faut que je sois à peu près du micro. D'accord. Il y a 900 colonies pénitentiaires dans le pays. Les colonies pénitentiaires, c'est donc les prisons, les maisons d'arrêt ou ce qu'on pourrait appeler les centrales chez nous. Un grand nombre sont concentrés en Sibérie, sur le cercle polaire. La Sibérie, c'est vraiment très très loin de l'ouest russe. Et le cercle polaire, c'est évidemment tout au nord. Donc les prisons sont généralement très éloignées des villes, très éloignées du coup des familles, des détenus, des avocats. On a rencontré des défenseurs à Ekaterinbourg, qui est une ville qui se situe au pied de l'Oural, qui est déjà du coup pas tout à fait au milieu de la Russie, mais déjà en tout cas avancée. Et pour rejoindre une zone de prison en Sibérie, à Krasnoyarsk, les défenseurs des droits de l'homme qui essaient d'enquêter sur les conditions de détention devaient prendre le train pendant 48 heures de train juste pour rejoindre les prisons. C'est juste pour vous donner un peu une idée des distances et du coup la difficulté d'accéder à ces lieux très fermés et de donner des témoignages de la part des détenus. Il faut savoir que les colonies en prison, les prisons en France sont déjà de taille conséquente, mais en Russie, c'est des véritables cités entières, c'est des villes entières, ça s'étale sur des kilomètres. Il y a des bâtisses très nombreuses qui vont être les dortoirs, la cantine, ce sont aussi des unités de travail. Les détenus sont regroupés par unité. Cette unité va être à la fois donc, le dortoir et l'atelier de travail auquel ils vont être affectés. Donc ils sont toujours tous ensemble, ils ne quittent pas leur unité. Il y a plusieurs unités au sein d'une prison, et une unité, pour vous donner aussi une idée, c'est entre 100 et 200 personnes. Donc vous imaginez une sorte de grande baraque, une grande bâtisse, et ils vivent à 100, 200 à l'intérieur. Donc en général, une bâtisse ça fait 100 mètres carrés, ce qui peut nous paraître très grand, mais à 100 ou 200 personnes, ça fait 1 mètre carré ou moins d'1 mètre carré par personne. Donc ils dorment dans des lits superposés, on aperçoit brièvement quelques images dans le film, des lits superposés de 2 ou 3 étages, qui sont collés souvent les uns aux autres. Parfois, ils doivent dormir à plusieurs dans un lit ou dormir par terre. Et il y a une hiérarchie informelle en prison qui fait qu'en gros, ceux qui sont en haut, la hiérarchie dorment en bas, qui sont les meilleures places, et ceux qui sont en haut, il fait le plus chaud, il y a les odeurs qui montent, il y a les mouches qui passent. Ce sont ceux qui sont situés tout en bas de cette hiérarchie informelle de prisonniers. Donc il y a un gros problème de surpopulation carcérale. On voit également quand on rentre en prison, j'ai pu accéder à certains lieux de détention, il
Les cellules sont souvent très étouffantes, on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour des questions de sécurité, on peut le comprendre, mais il n'y a pas de ventilation. Donc en été, c'est extrêmement suffocant. En hiver, par contre, il fait très froid. Les détenus souvent fument dans les cellules, donc il n'y a pas de ventilation, donc c'est particulièrement étouffant. Et pour les co-détenus qui ne fument pas, c'est très difficile à vivre. Il y a des problèmes importants en termes d'insalubrité, d'hygiène, de soins médicaux. Dans une prison qu'on a visitée, on a discuté avec l'infirmière. Elle nous montrait des médicaments qui étaient complètement périmés, en nombre insuffisant. Les équipements qu'elle avait à disposition dataient des années 70, ils n'avaient jamais été changés et améliorés. Donc il y a des problèmes très importants de ce côté-là. Sur le travail en prison, en Russie, il n'y a aucun objectif de réinsertion, c'est une logique de rentabilité. Et d'ailleurs, justement, c'est Valentine Bogdan qu'on voit dans le film, qui nous disait que nos prisons ne réinsèrent jamais personne, elles ne font que détruire. Et les conditions de travail sont généralement dénoncées comme de l'esclavagisme, comme justement Nadia Trogonikova de Bossiriot a pu le faire. Certains détenus nous racontaient leur travail en prison, notamment des hommes qui étaient affectés à des travaux de métallurgie, de fonderie, et du coup, avec de l'acier en fusion, il peut y avoir des explosions, des projections, et ils n'avaient aucun uniforme, aucun matériel de protection, donc certains ont des brûlures très graves, et ils nous disent on ne doit surtout pas aller à l'infirmerie, parce que si on va à l'infirmerie se faire soigner, on va être puni, on va être envoyé au mitard, et au mitard on craint le pire. Les détenus officiellement sont rémunérés 200 € par mois, c'est ce qui apparaît sur les registres des prisons. En pratique, ce n'est jamais ce salaire-là. Les détenus nous racontent qu'ils sont payés entre quelques centimes et 5 €. Ce qui est déjà 200 € en soi en Russie, c'est un revenu qui c'est correct, mais 50 centimes d'euros ou 5 €, c'est du véritable de l'esclavage. C'est un travail souvent épuisant, ils travaillent tous les jours de l'année, sans aucun jour de repos, sans jour férié, sans congé. Un autre aspect de la vie carcérale qu'on voit d'ailleurs dans le film, c'est tout ce qui va concerner la corruption, l'extorsion. On voit dans le film qui demande à un moment à un détenu, on nous parle d'une bétonnière qu'il faut adresser à la prison. Ça peut paraître complètement absurde ici et que tout le monde va se poser des questions. Mais malheureusement, non, c'est une réalité qu'on constate à plein d'endroits sur des choses hallucinantes où les familles doivent apporter des fortes sommes d'argent, voire des choses en nature, comme c'est mentionné dans le film. Ça fait partie intégrante de cette vie en prison. Sur l'argent liquide et énormément d'extorsion, les salaires des gardiens sont très bas. Donc en fait, eux, c'est un moyen d'arrondir leur fin de mois, voire d'avoir un vrai salaire. Et l'administration de la prison, évidemment, ferme les yeux, puisqu'il y a une complicité, puisque au plus haut niveau de la hiérarchie, on récupère également ces sommes d'argent ou ces biens en nature. Pour en venir à la torture, en prison, les abus et les violences sont malheureusement ordinaires. Ça vise souvent à briser les détenus qui ne se plient pas aux règles, les règles informelles de la prison. C'est pour montrer aux nouveaux arrivants, quand on nous l'explique, que c'est pour leur expliquer ce que va être la vie en prison, qu'ils ont intérêt à être dociles, à obéir aux ordres. Ça va être pour, par exemple, punir ceux qui se plaignent de des violations de leurs droits, pour extorquer de l'argent, pour extorquer des aveux, trouver des coupables idéaux, puisque si ces personnes sont en prison, c'est que soit elles ont été condamnées pour une infraction, soit on leur a collé une affaire sur le dos, donc c'est parfait, on ne trouve pas notre coupable dans une affaire. Et maintenant, on va prendre quelqu'un qui est en prison, on va le torturer, il va signer des aveux, ah bah c'est parfait, nous, policiers, on a résolu une affaire, et on aura notre bonus à la fin du mois. On voit dans les méthodes de torture en prison, ça peut aller des coups, des passages à tabac. On voit certains cas, ils utilisent des étouffements, des électrocutions, des brûlures, l'utilisation de positions douloureuses, où on va être suspendu par les poignets, où on va avoir les mains attachées dans le dos et on va nous suspendre par les mains dans cette position extrêmement douloureuse. Un détenu nous expliquait aussi l'arrivée en prison avec la haie d'honneur, qui est apparemment une tradition
assez récurrente dans plusieurs prisons, et lui en plus nous expliquait que sa prison était réputée particulièrement exemplaire. Donc pour vous donner une idée, quand un détenu arrive en prison, il va passer une dizaine de jours, quinzaine de jours en cellule d'isolement. Initialement, c'était un but prophylactique au cas où le détenu avait une maladie, pour éviter l'épidémie aux autres détenus. Voilà, on gardait un certain temps à l'isolement pour vérifier qu'il n'avait pas développé une maladie. Aujourd'hui, cette première période de détention va permettre de commencer à frapper la personne, la menacer et lui expliquer à quoi elle doit s'attendre. Au bout de cette période de temps, 10-15 jours, on va lui donner son attribution à quelle unité il va être attaché, quelle unité donc au dortoir, quelle unité de travail. Et pour cela, il faut rejoindre le bâtiment de la commission d'attribution. Et du coup, entre les cellules d'isolement et cette commission, il faut traverser une cour. Et là, une aide d'honneur se met en place, c'est-à-dire qu'on va aligner des détenus qui sont déjà en prison, deux par deux. Ils vont être munis de bâtons, de matraques et de tout ce qu'ils trouvent. Et il va falloir traverser cette aide d'honneur jusqu'à la commission d'attribution sans tomber par terre. Donc on va être frappé, évidemment, sur le chemin, il faut courir le plus vite possible. Et si on a le malheur de tomber, et alors là, on va passer un très mauvais moment, on va être sérieusement passé à tabac par tout le monde. Et donc ça, c'est par exemple dans une prison dite exemplaire, pour vous donner un peu une idée. On a recueilli plusieurs cas de détenus qui ont été tellement battus, qui sont décédés en détention également. On a plusieurs cas, mais c'est évidemment qu'une partie minime des cas dont on peut avoir connaissance, puisque ces décès sont quasiment systématiquement dissimulés par l'administration pénitentiaire. En général, ils disent que la personne s'est suicidée, c'est la version officielle qui revient le plus souvent, ou que la personne s'est automutilée, que ah bah oui, elle s'est tapée la tête toute seule contre le mur et le sol, et bah oui, il est décédé, il ne fallait pas qu'il se tape la tête ainsi. Évidemment, même quand il y a des éléments, des examens indépendants qui sont menés, une autopsie ou des photos qui peuvent être récoltées et on voit les traces de torture sur le corps, et lorsque les autorités compétentes sont saisies, il est très très difficile d'obtenir l'ouverture d'une enquête et d'obtenir les poursuites judiciaires contre les responsables, parce que c'est tout un système qui travaille ensemble et qui se protège malheureusement. Je voulais mentionner le cas de Maxime Zoubrier, d'ailleurs j'ai vu qu'il était en photo là sur le panneau. C'est un jeune homme que j'ai rencontré qui a aujourd'hui, qui doit avoir 30 ans aujourd'hui. Et justement on voit dans le film qu'il y a, voilà, je reviens un peu en arrière, c'est pour illustrer les punitions complètement arbitraires en prison et les traitements qu'on peut subir à l'isolement. Tout prétexte est bon en fait pour nous envoyer au tard à l'isolement. Donc les cellules d'isolement sont des cellules où on va être détenu individuellement. C'est une cellule qui n'est pas très grande, mais bon, dans certains cas, en tout cas, elle est correcte. Mais quand on est à l'isolement, on n'a plus aucun contact avec l'extérieur. On ne reçoit pas de visite de son avocat ou de sa famille, on ne reçoit pas de courrier, de magazine. On a le droit de sortir 1 heure par jour dans une petite cour où on n'a aucun contact avec les autres détenus. Si on a de la chance, on va peut-être apercevoir le ciel, mais sinon c'est des murs très hauts et souvent grillagés. Et dans cette cellule, notre lit est relevé de 6h à 22h et on a juste un petit tabouret pour s'asseoir et contempler le mur toute la journée. La loi prévoit qu'on ne doit pas être détenu plus de 15 jours dans une cellule d'isolement. On a un certain nombre de cas où on a pu voir que les personnes étaient détenues bien au-delà, parfois plus d'1 an. Du coup, ce qui crée des pressions psychologiques très fortes, puisqu'on n'a plus aucun lien, on a très peu de contact humain, et les conditions sont éprouvantes. Et surtout, à l'isolement, les risques de torture sont démultipliés, puisqu'on est isolé du regard de tout le monde. Et donc, tout prétexte est bon. On le voit dans le film, par exemple, et cet exemple, on voit la mère d'un détenu et sa belle-fille qui ont un parloir téléphonique, et on apprend que le jeune homme, parce que son badge était mal porté sur la poitrine, il a été envoyé au mitard. Le cas de Maxime Zoubrier, c'est un peu différent, mais c'est un peu la même. Ça a des similarités. Donc, ce jeune homme a été arrêté et condamné pour un vol de téléphone portable. Et il a voulu faire appel de cette décision, sa condamnation, qui jugeait injuste. Et pour avoir fait appel, il a été placé à l'isolement par la prison.
Et pendant 3 jours, l'administration pénitentiaire va faire rentrer dans sa cellule des co-détenus, entre 3 et 5 selon les moments. Et ces co-détenus vont le passer à tabac pendant des heures et des heures. À chaque fois qu'il perd connaissance sous les coups, on lui jette de l'eau pour le réveiller, et ainsi de suite pendant 3 jours. Le 3e jour, il ne se réveille pas. Il se réveillera de longues semaines plus tard dans l'hôpital pénitentiaire à proximité, où il découvre qu'il est paralysé, qu'il est paraplégique, qu'il ne peut plus se lever, il ne sent plus rien, des orteils à la taille. Et du coup, il ne peut plus se lever, il ne peut pas aller aux toilettes, donc il doit déféquer sur lui, uriner sur lui, et au lieu de l'aider, le personnel médical le jette par terre, l'humilie en disant qu'il n'a qu'à se lever, qu'il est paresseux, et le frappe à nouveau. Il est complètement isolé, sa mère pendant des semaines et des mois essaie de savoir où il est, essaie d'accéder à lui, et c'est seulement parce qu'elle a réussi à mobiliser les médias locaux que ça a créé une certaine pression sur l'administration pénitentiaire, et il va finir par être libéré au bout de 4 mois. Pour raison médicale, officiellement, il aura eu une méningite, et c'est la méningite qui aura créé cette paralysie. Quand je l'ai rencontré, donc les faits remontaient à 3-4 ans en arrière, et donc ça faisait 3-4 ans qu'il était dans sa chambre, allongé dans son lit à regarder le plafond, puisqu'ils n'ont jamais obtenu une ouverture d'enquête, des poursuites judiciaires, ils n'ont jamais rien pu obtenir, donc la version officielle est maintenue, et c'est une famille qui est extrêmement pauvre, qui a peu de moyens. La mère a dû arrêter de travailler parce qu'il fallait qu'elle s'occupe de son fils à temps plein, parce qu'il faut le changer, il faut le lever, il faut le nettoyer. Et elle est un peu toute seule pour s'occuper de lui. Je ne sais pas où est passé le père, mais il n'y a pas de père dans l'histoire. Et elle, par exemple, elle ne pouvait pas le sortir parce que c'est quand même un gaillard de 30 ans, quand il avait presque 30 ans. Donc le porter, le mettre dans une chaise roulante, il y a des escaliers partout. Et du coup, le jour où on leur a rendu visite, on a proposé de l'aider à porter le fauteuil roulant et le sortir dehors. Et c'était apparemment la première fois qu'il respirait l'air de dehors et voyait le soleil depuis 1 an. C'est la première fois, dans l'après-midi aussi, on a vu un sourire apparaître sur son visage. Et d'ailleurs, je crois que sur la photo a été prise, on voit, c'est une photo que j'ai prise, et il est dehors justement sur son fauteuil roulant. Il a une prémisse de sourire, je ne sais plus si c'est cette photo-là ou pas, mais voilà, c'est juste, c'est peut-être anecdotique, mais c'est un moment que un cas que je voulais partager. Je regarde juste l'heure parce que le temps s'écoule et je ne peux pas prendre trop de temps. Je vais peut-être élargir mon propos et en venir un peu à la situation actuelle en Russie, qui est la situation des droits de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe derrière ces très beaux Jeux Olympiques qu'on voit à Sochi, même si on nous dit que la neige n'est pas très bonne. Alors, malheureusement, mon propos ne va pas continuer à s'améliorer en termes de réjouissance, puisque la situation est particulièrement préoccupante à l'heure actuelle en termes de droits de l'homme en Russie. La plupart des défenseurs des droits de l'homme et des observateurs constatent qu'il y a une répression sans précédent de la part de Vladimir Poutine depuis qu'il est revenu au pouvoir au Kremlin il y a 2 ans. Certains parlent d'un retour en arrière, digne de l'ère soviétique, avec certaines pratiques visant à faire taire la dissidence, visant à faire taire les voix critiques. D'ailleurs, cette année, on a vu que le pouvoir, Vladimir Poutine, a essayé de créer des ennemis pour réussir à réunir la société avec lui. C'est toujours plus facile quand on est réunis tous ensemble derrière un ennemi. Mais là, il faut identifier ces ennemis. Et donc, quels sont-ils à l'heure actuelle et surtout depuis ces derniers mois? On a vu qu'il y avait des homosexuels, vous avez peut-être vu dans les médias, parce qu'on a beaucoup parlé de cette loi sur les homosexuels en Russie. Donc ça marche très bien, hein, ça réunit une grande part de la société, il y a une homophobie extrêmement forte en Russie. La deuxième catégorie d'ennemis, ce sont les migrants. Il y a également un racisme très prégnant au sein de la société russe. Et donc, toutes les personnes qui ne sont pas typées slaves, comme on dit, qui ne sont pas typées russes, hein, qui sont non slaves, qui sont centra-asiatiques, donc ça visait particulièrement les gens issus du Caucase, notamment du Caucase du Nord,
ou les gens issus des anciennes républiques soviétiques, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, parce qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent travailler, il y a une main-d'œuvre nécessaire en Russie, mais ces personnes ne sont pas bienvenues en Russie, en tout cas ils souffrent de... Je ne sais pas si vous avez vu, ça remonte un peu. En tout cas, il y a eu différentes séries de violences commises, des sortes de... Certains parlent de pogrom, je ne sais pas si vous avez jusqu'à ce terme-là, mais tout a été déclenché à la fin de l'été par un Russe qui aurait été tué lors d'une altercation par un homme d'origine immigrée. Et donc la police devait mener une enquête, on n'a pas trop su ce qui s'était passé, mais en tout cas, un grand nombre de jeunes Russes ont décidé, eux, de se venger par eux-mêmes et sont allés dans la banlieue de Moscou, dans des coins où il y a un grand nombre de travailleurs migrants, et sont allés piller les marchés, piller les appartements, frapper ces personnes-là. Il y a eu des violences extrêmement importantes. Et on voit très bien sur les images qui ont été filmées par la télé que la police n'intervient pas. La police regarde, et malgré les plaintes qui ont été déposées, rien n'a été fait, il n'y a pas eu d'enquête. Et voilà, donc les migrants sont une catégorie bien aisée pour réunir aussi la société, et avec un discours absolument caricatural et xénophobe. Enfin, la troisième catégorie d'ennemis, ce sont les militants des droits de l'homme, qui, depuis 2 ans, vivent une situation assez compliquée. Donc, la répression est plus subtile, ça ne va pas forcément être des violences ouvertes, comme on peut le voir concernant les homosexuels ou les migrants. On a, au retour de Vladimir Poutine, il y a un certain nombre de lois extrêmement répressives qui ont été adoptées, et une concerne les agents étrangers. C'est le terme officiel. Les agents étrangers sont donc les organisations de défense des droits de l'homme. Et donc toute organisation engagée dans des activités politiques, c'est le terme de la loi mais qui est extrêmement flou, on ne sait pas ce que ça recouvre, sont obligés de s'enregistrer comme agents d'étranger s'ils reçoivent ne serait-ce qu'un copec de l'étranger. Le terme agent d'étranger, vous devinez peut-être, en Russie a une connotation extrêmement négative, c'est synonyme de traître, d'espion. Et donc cette loi et ces dispositions visent à diaboliser, à dénigrer les ONG. Elles ont toutes refusé de s'enregistrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a maintenant presque 1 an, parce que ça a commencé en mars 2013, une chasse aux étrangers a été lancée. C'est-à-dire qu'on a envoyé différentes inspections sanitaires, administratives, fiscales, judiciaires, faire des inspections dans les locaux de ces ONG. Parfois de manière complètement illégale, parce qu'il n'y avait même pas de fondement juridique, et on a essayé de trouver tout et n'importe quoi contre ces organisations. Donc, par exemple, Memorial, qui est une des plus grosses organisations de droits de l'homme en Russie, notoirement connue, extrêmement réputée, qui fait un travail remarquable, on a considéré que son directeur n'avait pas, qui est un peu vieux, il doit avoir 60-70 ans, il n'était pas vacciné contre la rougeole. Alors ça, c'est un gros problème sanitaire. Ah, vous avez un frigo, dis donc, vous n'auriez pas 2 yaourts périmés? Mais dis donc, vos ordinateurs, ils émettent des ondes. Ah, mais ça, c'est problématique aussi pour la santé de vos salariés. Et alors, je ne rigole pas du tout, ce sont des vrais motifs qui ont été écrits, qui sont dans les poursuites judiciaires menées à leur rencontre. D'autres, par exemple, notre partenaire qui a signé le rapport que nous avons publié, Public Verdict, qui est une ONG aussi basée à Moscou, et qui travaille sur les violences policières et la torture par la police, ils ont soumis un rapport aux Nations Unies, au Comité contre la torture, comme plein d'autres ONG, comme nous le faisons également. Et les autorités russes, du coup, les ont inculpés pour atteinte à l'image de l'État et intégrité territoriale, parce qu'effectivement, le rapport dénonce la pratique de la torture en Russie, et donc ça porte à l'image de l'État. Et ils sont actuellement donc poursuivis pour ces motifs-là. Plus de 1000 ONG ont ainsi été inspectées, plusieurs d'entre elles ont déjà été condamnées, certaines ont été contraintes de fermer, et la plupart se battent en justice justement contre cette loi. Elles ont notamment saisi la Cour constitutionnelle pour montrer que la loi n'était pas constitutionnelle. Elles ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme également. On attend la décision à l'heure actuelle. Et ces procédures administratives et judiciaires, malheureusement, leur prennent tout leur temps, toutes leurs ressources.
et elle n'arrive plus à aider les victimes de ces abus et elle n'arrive plus à dénoncer les actes commis en Russie, et c'est exactement le but recherché par les autorités. Donc voilà, comme je vous disais, c'est un peu plus subtil, puisque ça ne va pas être une violence ouverte contre ces personnes-là, mais le but derrière est de les empêcher de travailler. Vous avez certainement vu en décembre toute cette attention internationale qui a été focalisée sur la libération de Mikhail Khodorkovsky, ex-oligarque, ex-opposant à Poutine, la libération des militants Greenpeace qui a fait grand bruit également, qui sont de très bonnes nouvelles. Mais évidemment, derrière, c'était clairement une opération de communication du Kremlin pour apaiser les tensions internationales à l'approche des Jeux Olympiques, puisqu'il n'y a eu aucune réforme de fond et que les pratiques ne changent rien malgré ces libérations en matière de justice, en matière pénale, en matière pénitentiaire. Il n'y a aucun changement. Derrière ces libérations particulièrement médiatiques, il y a un grand nombre de prisonniers politiques qui, eux, sont toujours détenus parce qu'ils n'avaient pas cette médiatisation, ils n'avaient pas ce soutien international. Et un grand nombre de victimes sont toujours derrière les barreaux, victimes de torture. Et également, donc, la préparation des Jeux Olympiques a été entachée d'un grand nombre de violations des droits de l'homme. Et les militants à l'heure actuelle sont toujours harcelés. Il y a même une escalade de ces intimidations. On a vu, par exemple, plusieurs militants du droit de l'environnement qui ont documenté les atteintes justement commises à Sochi, dans la région de Sochi, pour construire les différents sites olympiques. On a complètement abîmé différents parcs nationaux qui étaient protégés pour construire des pistes de ski, pour construire les remontées mécaniques, les infrastructures. Ils ont documenté, ils ont publié ces rapports, ils ont parlé aux médias, ils ont saisi la communauté internationale. Et évidemment, ça a fait du mal à l'image des autorités russes. Et Vladimir Poutine n'apprécie pas tout à fait qu'on critique ainsi. Du coup, ces personnes ont été d'abord intimidées. Ensuite, on est venu chez eux, on a fouillé leur maison, leur bureau, on a confisqué leur matériel, on les a interrogés, on les a détenus, on les a libérés, tout ça pour les faire taire. Certains, comme Suren Gazaryan, qui est un scientifique assez connu en Russie, a eu peur pour sa vie et a dû fuir à la fin de l'année 2013 et demander l'asile en Europe. D'autres militants ont continué et avant-hier, Yevgeny Vitishko a été condamné par un tribunal à 3 ans de prison parce qu'il avait fait exactement ce même travail, il avait critiqué la préparation des Jeux Olympiques et les atteintes à l'environnement. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est encore vraiment d'actualité, il ne faut pas croire que les Jeux ont commencé et tout va bien, puisque d'autres ont continué à être arrêtés et lui a été condamné il y a juste 2 jours. Également d'autres problèmes, ce ne sont pas que les voix critiques qui sont visées, ça a également été les habitants de Sochi. Certains avaient investi toutes leurs économies pour s'acheter une maison sur cette station balnéaire. Il y a un bon climat, c'est très agréable d'y vivre. D'ailleurs, beaucoup d'oligarques ont une dacha, une maison secondaire là-bas, Poutine y compris. Et sauf que leur maison était malheureusement mal située, puisque c'était en plein où on voulait construire le stade olympique, la piste de la patinoire ou je ne sais quoi. Et du coup, ces personnes ont été expulsées, parce que normalement il y avait des procédures à respecter. Là, évidemment, ça n'a pas été respecté. Ils n'ont pas eu d'indemnité et ils n'ont pas été relogés. En tout cas, un grand nombre ont été victimes de cela. Également, les ouvriers, on a fait appel à une main-d'œuvre très importante pour construire les différents sites olympiques, beaucoup venant d'Asie centrale, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan par exemple. Et beaucoup ont été détenus de manière illégale, de manière massive, ont été exploités. Comme justement on en parlait un peu plus tôt dans la soirée, ils ont eu des salaires extrêmement bas déjà, pour commencer. Et malgré ces salaires bas, certains n'ont même pas été payés. Ou certains ont été payés pendant un temps et puis plus après. Certains n'ont jamais été payés, donc ils ont commencé à se réunir, à aller voir les employeurs, à leur dire voilà, on voudrait être payé. Non, on va continuer à travailler, on paiera plus tard, ça viendra. Évidemment, ça ne venait pas. Donc certains ont menacé de quitter leur poste, sauf que lorsqu'ils arrivaient sur le site olympique à Sochi pour recommencer à travailler, on leur prenait leur passeport. Donc ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, ils ne pouvaient pas partir. Ça
Certains ont du coup saisi des organisations de droits de l'homme pour faire parler de leur cas et essayer de changer la situation. Mais ils ont systématiquement été intimidés, menacés, et c'est notamment le cas que j'ai vu qui était également en photo de Marty-Rose Demirchian, qui est un électricien qui travaillait sur un des sites olympiques. Et après cette plainte auprès de son employeur, celui-ci a appelé la police et il a été emmené au poste. On lui a demandé d'avouer une infraction qu'il n'avait pas commise, donc il a refusé. Et il a été passé à tabac toute la nuit par 5 policiers et violé avec un pied de biche. Il a fini par signer un document vierge présenté par ses tortionnaires et il a pu être remis en liberté, par contre sans être soigné. Il a réussi à obtenir un rapport médical qui a attesté d'une commotion cérébrale, de séquelles intestinales liées à l'introduction d'un objet, de dents cassées notamment. Et il a eu le courage et il a décidé de porter plainte. Mais le comité d'enquête, qui est l'organe qui est en charge de l'enquête judiciaire, lui a dit qu'il n'y aurait pas de suite qui serait donnée à sa plainte et qu'il n'y aurait pas d'enquête. Je vais peut-être m'arrêter là pour vous laisser le temps de poser des questions. Mais voilà, la dernière question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer après la fin des Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup de pression ces derniers mois, ces dernières semaines, avec les journalistes qui sont intéressés à la situation et ça a permis de créer des mécanismes de pression sur le pouvoir russe. Ces journalistes et caméras vont partir après les Jeux Olympiques, après les Jeux paralympiques de Sochi. Une actualité en zappe une autre. Il y a un conflit en Centrafrique, en Syrie, au Sud-Soudan. Il se passe beaucoup de choses à travers le monde. On a tendance à zapper nous-mêmes d'une chose à l'autre et d'oublier très vite ce qui s'y passe. Du coup, je pense qu'il est très important pour nous, donc déjà merci d'être là et de chercher à savoir ce qui s'y passe, de montrer un intérêt pour la situation des droits de l'homme en Russie. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Certains préfèrent se limiter au sport, même si c'est très bien et c'est des belles épreuves sportives. C'est important de savoir ce qui s'y passe derrière, il faut être indifférent. Et je pense qu'il faut rester vigilant, notamment pour l'avenir, pour les prochaines semaines, les prochains mois en Russie. Nos collègues qui sont dans les droits de l'homme en Russie sont très préoccupés, ont très peur, certains craignent le pire. Donc je pense qu'il est important de rester informé, d'essayer de suivre ce qui se passe et de se mobiliser. La CAT, du coup, à l'occasion de ces Jeux Olympiques, à l'occasion de la sortie de ce rapport, a proposé différents outils d'action. Vous avez au fond de la salle différents tracts, pétitions, différents documents. N'hésitez pas à signer, à prendre, à emporter ces documents et à parler de tout ça autour de vous. C'est important de sensibiliser, d'informer et de se mobiliser. Merci beaucoup.